Mettre un pied devant l'autre, d'accord. Encore faut-il savoir respirer, contempler et même parfois écouter. Donc faut que j'ouvre tout. Exactement. La randonnée est bien plus riche qu'on ne l'imagine. C'est le sport préféré des Français et il peut se pratiquer de 1000 façons différentes. Comme ils sont là, ils commencent à avoir un peu les hormones qui les titillent. Et du coup, ils ont qu'un mois dans l'année, donc faut qu'ils en profitent. Tu sais quoi, ça commence à m'éclater. Évidemment, Laurent, il y a un moteur électrique. C'est beaucoup moins fatigant. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ils faisaient des selles qui font mal à l'arrière-train. Il y a peut-être une résonance entre ce que tu racontes là et puis ce qui se passe là maintenant à l'intérieur de toi. Ou pas. Randonnée, ça paraît simple comme ça, mais en montagne, il faut parfois aller loin et donc savoir gérer sa fatigue. Et là, les choses se compliquent. C'est vrai que depuis qu'on est tout gamin, on marche. On met un pied devant l'autre et en général, ça se passe bien. Seulement, voilà, il paraît que ce n'est pas la seule façon de faire. On peut marcher différemment, par exemple pour trouver ce qu'on appelle la pleine conscience ou encore tout simplement pour moins se fatiguer. Ça s'appelle la marche afghane et c'est ce que je vais tester pour vous aujourd'hui avec Claire dans cette magnifique vallée du Gifre au-dessus de Samoin, en Haute-Savoie. J'avoue que j'avais quelques appréhensions à l'idée de rencontrer Claire, ma prof de marche afghane. Il faut dire que je me balade en montagne depuis toujours sans avoir l'impression d'avoir besoin de conseils, mais j'allais vite comprendre que l'expérience proposée par ma coach était en réalité beaucoup plus riche que je ne l'imaginais. Je vais te demander ton prénom, moi, si je le Laurent. connais déjà, voilà, Laurent. Je vais te demander ensuite, en un mot, ce qui te vient spontanément, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Le premier mot qui te vient en Ce tête. que j'aime pas là, Oui. la chaleur. Ouais, On est bien en pleine canicule. Ce que tu aimes. La fraîcheur, la neige. D'accord. Et est-ce que tu as des attentes par rapport à l'expérience qu'on va vivre, cette initiation à la marche afghane? Oui, j'aimerais arriver à être plus zen, moins fatigué quand on fait de la rando. Eh bien, moi, j'en ai pas. C'est un des rares moments quand je suis dans cette pratique de marche afghane où je n'ai pas d'attente et j'avoue que du coup, ça laisse plein de possibles et c'est très agréable à vivre ça comme ça. Donc c'est un état d'esprit alors ce que tu vas me proposer aujourd'hui. Je pense. Tu le diras. Enfin, c'est à toi de nous expliquer ce que tu vas ressentir et vivre au final. Donc il faut que j'ouvre tout. Exactement. Après les premières explications de Claire, au premier abord, la marche afghane ne me paraît pas très compliquée. Respirer par le nez tout en comptant ses pas, c'est juste un réflexe qu'on pratique tous les jours sans s'en rendre compte. Allez, je me lance. Ok, bon en fait, ça va être un peu plus complexe que prévu. Ça essouffle un peu quand même. Ah, il y a un souci, c'est pas aussi facile. Faut que je marche plus doucement alors. Peut-être que voilà, simplement marcher plus doucement. On y retourne en marchant plus doucement. Et oui, cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il faut en permanence se rappeler qu'on doit respirer par le nez et uniquement par le nez, tout en calant sa respiration sur un nombre de pas précis. L'expérience est troublante. Je dois tout simplement réapprendre des fondamentaux que je croyais définitivement acquis depuis l'enfance. Ah, j'y arrive pas, c'est terrible. C'est pas grave. Je Est-ce sais- qu'il y a je quelque peux chose... pas, j'ai pas le même rythme à la montée, à l'aspiration qu'à Qu'à l'expiration. Mhm. Pour dire comment je serais bien, je vais essayer de le faire spontanément. Ouais. Alors je vais dire. Oui, mais c'est avec, Avec la la bouche. bouche. Mais oui, mais Il tu y peux a plein pas. de paramètres. Si, tu peux. Mais non, parce que le trou est trop petit. C'est contrôler en fait vraiment cette quantité d'air. Ah, C'est c'est ça, agir, c'est- c'est agir sur la quantité d'air que tu mets. C'est en conscience. Donc c'est tu normal que ça choisis. soit difficile. C'est tout à fait normal que ce soit déroutant, difficile, peut-être même angoissant pour certaines personnes parce qu'il y a ce manque d'air, Oui, j'ai des etc. sensations. Ouais. C'est ce que je perçois aussi. Donc ouais, tout ça, c'est normal. Bon, je C'est réessaye. une phase en fait qui est un petit peu perturbante. La pratique de la marche afghane se fait le plus souvent en groupe. Très en vogue depuis quelque temps, elle est aussi le prétexte à des expériences de contemplation lente de la nature. Au fait, pourquoi appelle-t-on ça la marche afghane ? Eh bien parce que ce sont les caravaniers afghans qui l'ont inventée. Il faut dire que parcourir jusqu'à 60 km par jour, parfois pendant plusieurs semaines, nécessite d'économiser l'effort et l'endurance. C'est les sensations, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça serait avant tout, on va dire pour moi après, d'arriver à occulter tout l'effort physique
pour être vraiment connecté avec la nature. Et puis d'avoir une autre vision de la vie, c'est-à-dire se dégager de toutes les turpitudes de la vie pour ne prendre que ce qu'on peut savourer à chaque instant. Le fait de respirer, de contrôler sa respiration, et d'être recentré sur soi-même, on médite automatiquement, on rentre dans un état de bien-être. Voilà, c'est une nouveauté pour moi qu'on va appliquer bientôt au Népal. Je pense que petit à petit, au début, on se concentre vraiment sur juste la respiration. On ne fait pas forcément grande attention au paysage et petit à petit, on se retrouve dans un état d'esprit où la respiration, elle se fait d'elle-même. C'est un réflexe en fait de respirer, enfin les techniques de respiration. Et là, on commence un peu plus à s'ouvrir à ce qu'il y a autour de nous et à voir les choses différemment. Enfin, ça y est, après quelques difficultés au départ, il semble maintenant que le rythme de la marche afghane devienne pour moi peu à peu naturel. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a débouché les oreilles, c'est-à-dire que j'entendais mieux. Tu vois les oiseaux là, l'avion, Oui. enfin tout ce qu'on n'entend pas d'habitude. Et ça t'oblige à marcher doucement et c'est pas fatigant. D'accord. Alors à ton avis, comment on pourrait résumer ça? Le fait de respirer uniquement par le nez, ça demande à être comment? J'ai l'impression que ça limite le moteur, parce que tu as moins de carburant. Oui. Donc le corps s'adapte et tu vas au rythme que te permet la quantité d'air aspiré. Tout simplement, de façon physiologique, le fait d'inspirer par le nez, on va filtrer l'air avec les poils qu'on a dans le nez, etc. On peut humidifier l'air quand il fait très chaud, ce qui est le cas aujourd'hui. On peut éventuellement le réchauffer s'il fait très froid. C'est comme un sas, en fait, le nez. Cette respiration-là va venir stimuler notre système parasympathique, celui de la détente. Donc le paradoxe, si tant est qu'il y en ait un, ça va être qu'on va marcher, on va être en mouvement, et en même temps, on va se détendre et se relaxer. Très bien. Grâce au conseil de Claire, je mesure maintenant pleinement tout l'intérêt de ce travail sur soi, issu d'une simple façon de respirer. Après cette marche quelque peu méditative, je dois bien avouer que le jeu en valait la chandelle, le spectacle à l'arrivée au sommet n'en est que plus somptueux. Alors, si tu veux bien, on va prendre un petit moment. Je vais te demander de t'arrêter et être bien stable sur tes appuis et fermer les yeux. En fait, on va rester encore un petit peu avec les sensations corporelles, celles qu'on a mises en place. Peut-être que tu vas sentir ton cœur qui bat un peu fort. Repère aussi ta respiration, apprécie le vent aussi en contact avec ta peau. Et puis quand on a envie, quand tu es prêt, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et observer ou plutôt ressentir ce paysage qu'on a face à nous. Voilà, le ressentir, voir ce qu'il t'inspire en fait. Tu saurais me dire spontanément ce qui te vient là à l'esprit? Puissance et calme. Ouais. Puissance parce qu'en fait, tu sens toute la force du plissement alpin. Calme parce qu'il ne se passe rien, pas grand-chose. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'à l'échelle géologique, c'est en mouvement perpétuel, mais nous, on ne le ressent pas. Et il y a peut-être une résonance entre ce que tu racontes là et puis ce qui se passe là maintenant à l'intérieur de toi. Ou pas. C'est possible. C'est pas quelque chose de ciblé pour les gens un peu perchés qui mangent des graines. Non, vraiment, je pars toujours de choses très concrètes, du corps, de l'expérimentation aussi, en fin de compte. Donc je pars de ce que les gens vivent. Ça reste très concret. Et effectivement, par la suite, en termes de ressenti, on peut aborder des choses parfois un peu plus subtiles. Mais on part toujours du corps. C'est comme en yoga, en fait. Donc là, c'est juste un début. Exactement. Ce que tu m'as montré. Exactement. Et oui, faudra revenir. Maintenant qu'on sait marcher, pourquoi ne pas monter plus haut et se fondre dans la nature à l'affût de la faune sauvage? Au-dessus des Contamines, en Haute-Savoie, se trouve la plus haute réserve naturelle de France, un véritable paradis pour les animaux. Comme tous les gardes, j'offrais à ces petits coins secrets. Cette crête est, paraît-il, le meilleur endroit pour jouer les voyeurs en pleine période de rut des chamois. Là, on dirait le sommet du Mont Blanc, mais en moins haut et en plus vert. Sans rire, hein? Ah, c'est à peu près la même forme. Ouais.
Tiens, regarde là, Laurent, il y a 2 mâles là. Tu prends juste le petit col à côté de la neige, Ouais. là, la grande pente d'herbe là. T'as 2 chamois, 2 mâles là. Et à quoi tu vois que c'est des mâles? Enfin, je me doute, mais... Bah tu vois, ils ont le pelage déjà hérissé là. Ah oui, c'est une sorte de pelage. Ouais, bah parce qu'en fait là, avec l'entame de l'automne, t'es au début du rut chez le chamois. Ah oui. Donc là, comme ils sont là, ils commencent à avoir un peu les hormones qui les titillent. Et du coup, bah, ils ont qu'un mois dans l'année, donc faut qu'ils en profitent. Ah oui, c'est maintenant en plus. Là, c'est maintenant. Ah Donc ouais. les mâles, ils vont se défendre ces pentes là un peu. Ils vont se courir l'un derrière l'autre du sommet de la pente jusqu'en bas. C'est que des ruades, des cavalcades. Et dès qu'ils ont pu coincer une femelle, ils en profitent. Et après, dans un mois, c'est rideau, ceinture. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc c'est pour ça que tu commences à avoir ces attitudes-là. Ils sont motivés quand même. Hein. Ils sont motivés. Alors, si c'est qu'une fois par an et que c'est C'est qu'une maintenant, fois par an, mais ça fait quand même beaucoup de courses juste pour un accouplement qui dure pas longtemps. Hein. En plus. Ah bah non. Par contre, ils peuvent en saillir plusieurs. Donc, Ah. ouais. Mais il faut qu'ils défendent vraiment la zone. Non mais sans rire, ils font comment après tout ça pour passer l'hiver? Eh ben, déjà, ils descendent sous des altitudes un peu plus clémentes. Ils essayent d'être en forêt, Ouais. où là, ils ont le gîte et le couvert. Le bouquetin, là, on est vraiment sur une zone où le bouquetin est présent. Et lui, il est là toute l'année. Alors pareil, hein, il aime pas trop la neige, le bouquetin, parce qu'il est vraiment gros, tu vois, il a du poids, donc il préfère les faces sud. Alors là, il est bien. Dès que la neige part, il reste, il gratte un peu la neige pour trouver de la nourriture. Mais sinon, il est présent ici toute l'année. Un peu plus bas sur le chemin de la descente, l'air devient plus doux, plein de senteurs. Les sons résonnent différemment. Nous entrons dans l'étage forestier. Est-ce que tu sens comme les odeurs aussi ont changé? Hein, ça sent l'humus, un peu d'humidité. Parce que là, on rentre vraiment dans le milieu forestier, dans le couvert. Et puis l'ambiance sonore aussi, pas la Ouais. même. Je sais pas si tu as fait attention, mais déjà, comme on entend beaucoup plus d'oiseaux. Tous les petits passereaux, écoute un moment, tu vas voir. Ouais. Et le torrent qui est plus confiné parce que les arbres font écran. Torrent qui est plus loin, on est dans cet écrin de verdure, on s'y sentirait bien presque, comme si on avait une protection. Faut savoir se poser aussi. Hein. Ouais, c'est bien, surtout dans ces ambiances forestières, là, dans ces vieilles forêts de montagne. Ils sont vieux ces arbres. Bah, là, c'est des secteurs en plus où il n'y a pas eu beaucoup d'exploitation forestière. Il y a beaucoup d'humus, on a beaucoup de lichen, beaucoup de mousse, des vieux troncs. C'est une aubaine, par exemple, pour certains oiseaux forestiers. Là, tu vois, celui-là, il est marqué en haut, tu vois, le trou. Ouais, juste là. Ça, c'est un trou de pique et pêche. Pique et pêche. Alors, pique et pêche, la famille du pivert. Et pourquoi pêche? Et pêche. Ah, pique, Pique et et pêche. pêche. Ah Voilà. oui, je crois que c'était pique et puis il pêche. Après, Non, il va non, bouffer non. des poissons, quoi. Le pique et pêche, qui est autant présent dans les jardins en bas que tu vois vers les mangeoires, qu'on peut trouver ici. Et il va forer un paquet de loges, on appelle ça des loges. Mais par contre, ils ne les utilisent pas tous. Et donc, du coup, ces trous vont pouvoir être utilisés par une autre faune. Alors, il y a les chauves-souris, il y a les loirs, que tu connais, les lérons. En fait, tout est interdépendant ici. Exactement. Geoffrey ne se contente pas d'évoquer tous ces animaux. Il possède, paraît-il, l'étrange pouvoir d'en faire venir quelques-uns. Là, on a un beau belvédère, là, tu vas voir, pour l'observation. Et avec les Écoute. Il y a une chouette chevêchette. T'as pas entendu, il y a juste eu un chant. Elle va venir? Là, c'est les chants d'automne. Ce que je peux essayer de faire, aller dans le coin, je peux essayer de la siffler. Il y a des chants, ils sont assez territoriaux, alors ils viennent. C'est pas gagné, mais on peut essayer. Je regarde. C'est tout petit. Ouais, mais c'est le plus petit rapace nocturne d'Europe. Attirer les chouettes, c'est bien. Respirer par le nez, c'est mieux. Mais bon, marcher, c'est forcément un peu fatigant. Alors quoi de mieux qu'un vélo électrique pour aller plus loin et sans effort, ou presque? Un truc de fainéant qui devrait plaire à Laurent.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, j'ai un casque, c'est pas la première fois ni la dernière. Alors, marcher c'est bien, mais là j'avais envie de me faire aider par un moteur. Rassurez-vous, pas un moteur qui pollue, pas un moteur qui fait des bruits, un moteur compatible avec une réserve naturelle, intégrale. Et on va tester une activité qui a le vent en poupe et qui grimpe en flèche, au sens propre comme au sens figuré. Je sais ce que vous pensez. Piloter un vélo électrique, ce devrait être un jeu d'enfant. Mais avant de monter sur un fat bike, je vous conseille tout de même de suivre les précieux conseils de Jonathan, histoire de ne pas finir trop vite dans le décor, même si, ici, le décor est magnifique. D'accord. Les freins, les vitesses. Tout, c'est un vélo classique. Le VTT, on savait que c'est quelque chose d'extrêmement physique. Oui. Mais moi, tu m'as dit, avec le VTT électrique, tu vas t'éclater. Voilà, on oublie la question, le problème de l'effort pour la montée en montagne. Donc là, on a une assistance au pédalage au niveau du VTT. Donc on se sert de l'assistance. Il faut pédaler quand même, hein, on est d'accord. On pédale, on est sur un vélo classique, sauf qu'on a une assistance au pédalage. Ouais, enfin, un vélo classique avec des pneus de voiture. Avec quoi. des gros pneus, voilà, qui sont adaptés au terrain de montagne, ce qui nous apporte du confort, plus de sécurité pour les gens qui veulent redécouvrir un petit peu le vélo et faire des balades en montagne. Alors sans se fatiguer, pas vraiment, parce qu'il faut quand même pédaler, hein, ça je le sais. Oui, on fait du sport. Mais il y a des choses qui étaient infaisables pour le commun des mortels, les gens pas très sportifs, et qui deviennent accessibles, comme par exemple aller jusqu'au bout du monde. Et c'est pas une expression, le bout du monde, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est tout au bout de la vallée là-bas. Et c'est parti pour une magnifique balade entre les deux imposants cirques glaciaires de Sixt Fer à cheval. On a les doigts sur les freins, on regarde loin devant et c'est parti. Ah oui, on sent vraiment. Hein. Ça c'est incroyable. Et là, ça c'est sublime, hein, les cascades qui descendent, on dirait qu'elles prennent naissance vraiment dans la roche. elles ressortent de la roche. Ouais. C'est vraiment le reste de neige qu'ils font là. Et même à la fin de l'été, il y a de l'eau encore un peu. Là, c'est vraiment le reste de la neige de l'hiver qui font vite. C'est incroyable la facilité avec laquelle on aborde ces pentes comme ça. Voilà, c'est le gros avantage de ce vélo. C'est qu'à partir du moment où on arrive à gérer ses modes, d'adapter ses modes avant les difficultés et de changer ses vitesses, là, c'est le top. C'est incroyable. Regarde là, tu vois, ça passe tout seul. Facile. Et le gros pneu, c'est bien, ça amortit un peu les chocs. Bref, pour l'instant, validé. Validé. Si tu valides, je valide. Maintenant que je sais que ce sport est fait pour moi, on va enfin passer aux choses sérieuses. Debout, les doigts sur les freins, le regard au loin, je me mets en mode sport. On essaie de freiner le moins possible. Allez, on prend un peu de vitesse. Comment ça, on freine le moins possible? Comment ça, on prend de la vitesse? Ah oui, non, mais il a raison, en fait, ça passe mieux comme ça. Et là, on arrive sur les chemins un petit peu plus... avec un petit peu plus de pierre, d'où les gros pneus. Voilà, on n'a pas peur de rouler sur les gros cailloux. Non, c'est vrai, ça déséquilibre même pas. Hein. Bon, en fait, les cailloux, au bout d'un moment, on les voit même plus. Hein. On les voit plus, on les sent plus. Si, un peu quand même, mais moins. Le VTT électrique, ça marche sur la neige. Oui, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir notre activité toute l'année. Voilà, on roule sur la neige, dans les chemins, on roule partout. Et en été, tu arrives aussi à avoir une sensation de glisse avec un vélo comme le tien, là? Oui, moins que l'hiver. Ouais, c'est vaut mieux, sûr que peut-être. l'hiver, on est vraiment basé sur la glisse. On est vraiment sur du dosage, du pilotage quand même. Hein. Il faut avoir des petites bases de VTT, contrairement en été où là, on peut emmener tous les niveaux sur les chemins, il n'y a pas de souci. Et ben s'il n'y a pas de souci, c'est reparti jusqu'au bout du monde. Tu sais quoi, ça commence à m'éclater. Bah oui, c'est le principe. Effectivement, quand tu apprends de la vitesse, ça passe bien. Allez, on lève les yeux, on regarde loin devant. Et on freine pas. On regarde devant et on se mouille les pieds. Ah, Allez, ouais. ah putain. Le problème avec ce bout du monde, comme les autres d'ailleurs, c'est que ça se mérite un peu. Même en fat bike, la traversée du Gifre reste un défi, surtout si on veut rester les pieds au sec. Ça rafraîchit. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ils faisaient des selles qui font mal à l'arrière-train. C'est pour vous rappeler que vous faites du vélo quand même. Vous avez plus mal aux jambes, mais vous avez mal au cul.
Allez, retour au calme et à la méditation. Certains paysages semblent avoir été créés pour inspirer les artistes. Jean-Louis Murat, musicien amoureux de l'Auvergne, n'a cessé de chanter les ambiances mystérieuses de ces montagnes. Direction le col de la Croix-Moran, avec les écouteurs dans les oreilles et du vague à l'âme. On voudrait voir d'en haut, on voudrait partir sur le chemin, voir le monde d'en haut, laisser sa rumeur dans le lointain, quitter lunettes et chapeau, quitter tout. Quitter la mémoire. Alors là, je viens de quitter le col de la Croix-Moran en direction du petit village de Pessade pour me rapprocher du lieu où vit Jean-Louis Murat. Et je peux vous garantir que se promener seul dans ces steppes un peu désolées avec les nuages qui passent à toute vitesse au-dessus de la tête en raison du vent du nord, en écoutant la musique de Jean-Louis, et bien c'est dans ces moments-là qu'on se dit que cette musique elle a été faite par quelqu'un du pays pour ce pays. C'est vraiment en totale adéquation. Je suis heureux. Ça, c'est montagne. Amoureux. La brume et l'humidité envahissent peu à peu les paysages auvergnats. Je poursuis néanmoins ma quête en direction du lac de Servières, où m'attend Christophe. Il joue de la batterie depuis longtemps pour Jean-Louis Murat et il aime quitter les rues de Clermont-Ferrand pour s'offrir quelques balades en montagne, quel que soit le temps. Et puis la musique, c'est aussi ça, c'est pas juste prendre un musicien et puis le jeter, C'est créer vraiment quelque chose. des rapports humains. Oui, et puis il est très attaché à ça, lui, donc... Fidèle dans ce ouais, domaine-là. oui. Même dans sa musique, ça se ressent, quoi. Ça vient tellement du cœur, de l'âme, des tripes que... Et du sol, et de la terre. Sol, ouais, de la terre. Ouais. Par mon âme et mon sang, col de la Croix-Moran, je te garderai. Je te garderai. Quand un bruit d'abattu, les gibots, les sauvages, je cherche ton nom. Oh, je meurs, mais je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront. Parce que lui, il chante très bien l'Auvergne, quoi, mais comment dire, d'une façon, il n'y a pas de truc géographique, il essaye pas d'expliquer, il va citer des lieux sans être même poétique, mais tout de suite, nous, ça nous parle, quoi. Forcément, il y a des chansons où tout de suite ça nous parle, quoi. Ouais, ça parle aussi à des gens comme moi qui sont pas auvergnats, voilà, parce que j'ai eu envie justement de venir voir le col de la Mais, Croix-Moran et d'autres lieux qui exactement. l'évoquent. Il y a énormément de gens de fans de Murat qui habitent pas ici et qui viennent en Auvergne pour découvrir grâce à ces textes, quoi. Ouais. Il raconte pas une histoire spécialement. Il va dire, quand il dit j'allais aux Servières me rafraîchir le mois. C'est là. Enfin, on connaît le lac Servières, voilà, et puis l'expression, tout de suite, on l'a en tête, en bouche, quoi, et il est très fort aussi dans l'écriture, pour ça, quoi, pour une espèce de simplicité et de proximité qui te parle automatiquement. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est très fort, quoi. J'aimions nous mettre au vert sur un lac de cygnes, quand une nuit de tempête. J'ai perdu le fil. Ultime balade pour moi, entre nappes de synthé et travelling sur troupeaux, herbes folles et barbelés. Cette fois, c'est la neige qui s'est invitée sur les hauts plateaux, comme pour me chasser d'ici. Sur les monts, sur la large plaine.
comme tous les animaux te craignent. Il neige depuis des jours, c'est ton secret.